Finalement, de tous les peuples compris dans l'Empire romain, seuls les Britons ont lutté contre la conquête barbare. Tous les autres sont tombés au premier choc, si même ils ne sont lâchement venus prêter la tête aux jougs. Les Anglo-Saxons aussi, grâce à leur férocité et à leur nombre, vainqueurs des Britons, quand par le fait des Normands ils se virent à leur tour sous le coup d'un péril de même nature, mais certes moins formidable, savez-vous combien de temps ils résistèrent? Ces braves Anglo-Saxons ne résistèrent que 10 ans. En effet, 10 ans après la bataille d'Hastings, Guillaume de Normandie était maître et pour jamais de toute l'Angleterre. La conquête de l'Angleterre contre les Britons avait coûté bien plus cher aux Saxons. Elle leur avait coûté 200 ans d'une lutte tenace, continuelle et infatigable. Cette longue résistance est bien faite pour consoler les Britons. La lutte des Britons est une lutte où la gloire des vaincus l'emporte sur celle des vainqueurs. Quel héros saxon est comparable, je ne dis point au grand Arthur, mais à ces autres Britons moins connus, quoiqu'ils méritent si bien de l'être. À l'origine, il y a les tensions entre les Britto-romains et leurs deux ennemis de toujours, les Pictes et les Scots. L'île de Bretagne, rappelons-le, ne fut soumise à l'Empire romain qu'1 siècle après la conquête des Gaules, avec la conquête claudienne en 43. Cependant, on ne peut compter pour assurer le triomphe des Romains qu'après, d'une part la mort de la reine Boadicée en 61, et d'autre part qu'après la soumission de l'île qui n'est jamais vraiment effective qu'à partir du gouvernement d'Agricola, de 78 à 84. Comme les Britons avaient été les derniers à accepter le joug romain, ils furent aussi les premiers à s'en défaire, ou plutôt, l'Empire lui-même se retira d'eux et les laissa exposés sans protection aux insultes des barbares par le départ de toutes les garnisons de l'île qui passèrent en 410 dans les Gaules pour y soutenir Constantin III dit le tyran que les légions britonnes venaient d'élever empereur en 408. Au vu du comportement autoritaire et inefficace de ces légions romaines, les Britons jugèrent que c'était une duperie de rendre impôt et obéissance à un pouvoir incapable de les protéger. En conséquence, ils chassèrent les magistrats romains en l'an 409 et revinrent à leur vieille coutume nationale. Les légions quittèrent l'île l'année suivante. Reprenant leur querelle antique, tribu par tribu, les Britons se divisèrent de nouveau entre une foule de petits rois, au-dessus duquel ils élevaient parfois, sous le coup de la nécessité, un chef suprême et universel, une sorte de dictateur temporaire, qui avait d'ailleurs bien moins le caractère d'un roi que celui d'un généralissime. Il faut convenir que la nomination d'un dictateur était bien là un caractère essentiel emprunté à la République romaine. Depuis le milieu du IVe siècle, 3 peuples barbares fatiguaient la Bretagne de leurs ravages. Les Pictes, les Scots et les Saxons. Les Scots occupaient l'Irlande et une partie de l'ouest de la Calédonie du nord de l'île de la Bretagne, dont le reste était tenu par les Pictes, car la Bretagne romaine, dans sa plus grande extension, n'avait jamais dépassé au nord la frontière reliant les golfes du Ford et de la Clyde et matérialisée par le mur d'Antonin. Les Scots étaient de race celtique, comme les Britons, mais ces derniers appartenaient au rameau cymrique alors que les premiers au galéique. Cymri était le nom donné au XIXe siècle par Amédée Simon Dominique Thierry à des populations gauloises, principalement du nord de la Gaule, venues durant l'âge du fer de la Chersonèse cimbrique, reliée au Cimbre du Jutland, ou bien d'Europe centrale, reliée alors aux Cimériens. Voici ce que dit Amédée Simon Dominique Thierry, journaliste et historien français, né le 2 août 1797 à Blois et mort le 27 mars 1873 à Paris. Au nord de la Gaule habitait un grand peuple qui appartenait primitivement à la même famille humaine que les Gaals, mais qui leur était devenu étranger par l'effet d'une longue séparation. C'était le peuple des Cymri. Comme tous les peuples menant la vie vagabonde et nomade, celui-ci occupait une immense étendue de pays. Tandis que la Chersonèse taurique, la Crimée actuelle, et la côte occidentale du pont Euxin, la mer Noire actuelle, étaient le siège de ses hordes principales, son avant-garde errait le long du Danube alors que les tribus de son arrière-garde parcouraient les bords du Tauris et du Palus Méotide, ancien nom de la mer d'Azov. Des mœurs sédentaires avaient pourtant commencé à s'introduire parmi les Cymri. Les tribus de la Chersonèse taurique bâtissaient des villes et cultivaient la terre.
mais la grande majorité de ce peuple tenait encore avec passion à ses habitudes d'aventure et de brigandage. Dès le XIe siècle avant Jésus-Christ, les incursions de ces hordes à travers la Colchide, le Pont et jusque sur le littoral de la mer Égée répandirent dans toute l'Asie l'effroi de leur nom. Et l'on voit les Kimri, ou Kimmerii, ainsi que les Grecs les appelaient euphoniquement, jouer dans les plus anciennes traditions de l'Ionie un rôle important, moitié historique, moitié fabuleux. Comme la croyance religieuse des Grecs plaçait le royaume des ombres et l'entrée des enfers autour du Palus Méotide, sur le territoire même occupé par les Kimri, l'imagination populaire, accouplant ces deux idées de terreur, fit de la race kimérienne une race infernale, anthropophage, non moins irrésistible et non moins impitoyable que la mort dont elle habitait les domaines. Voilà bien une description fabuleuse de l'origine de la branche celtique des Britons. En ce qui concerne les Pictes, ils ont une origine incertaine. Leurs ancêtres seraient venus du continent à la fin de la préhistoire, peut-être au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, au moment où les Vénètes, venus des confins des steppes d'Europe de l'Est et suivant la migration celtique, s'installent dans l'actuel Morbihan. Quant aux Saxons, tout le monde sait que le cœur de leur nation habitait en Germanie. La piraterie était leur vocation naturelle, l'océan leur domicile d'élection. Comme plus tard les Normands, ils couvraient la mer de leurs grandes barques pointues, chargées de guerriers féroces. Les côtes de la Gaule et celles de l'île de Bretagne étaient le but le plus ordinaire de leur entreprise. Après le départ des Romains, les Britons, mal disciplinés, mal organisés, divisés entre eux, ne purent longtemps résister aux attaques des Pictes et des Scots. 2 fois en 415 et en 418, se voyant inondés par ce torrent, ils implorèrent et obtinrent de Rome un secours efficace mais passager. Non contentes de mettre en pièces les barbares dans ces 2 expéditions, les troupes impériales aidèrent les Britons à réparer 2 grands retranchements, construits autrefois par les empereurs pour protéger la Bretagne romaine, à savoir le mur d'Antonin qui allait du fort d'Alaclide et qui fut relevé en 415, et au sud de celui-ci, le mur de Sévère, nom donné par les Gaëls au mur d'Adrien, plus fort que l'autre, qui s'étendait du golfe de la Solway à l'embouchure de la Tyne, et qui fut remis en état en 418. Les Romains réparèrent aussi dans la seconde de ces expéditions les forteresses, les tures, élevées jadis par l'Empire de place en place sur la côte méridionale de l'île, pour la garder contre les raids des Saxons. Ils donnèrent aux insulaires des armes, des instructions excellentes sur l'état de la guerre, et les exhortèrent à défendre énergiquement leur vie, leurs biens et leur liberté. Puis, leur ayant fait connaître l'impossibilité où ils étaient de revenir jamais les secourir, ils quittèrent l'île sans retour. Gilda, Bède et Chronicon sont tous d'accord là-dessus. À peine étaient-ils partis que les barbares, malgré les murs d'Antonin et de Sévère, envahirent et dévastèrent de nouveau l'ancienne province romaine. Les Britons, éperdus, étaient sans espoir, quand le ciel leur envoya un auxiliaire sur lequel ils n'avaient nullement compté. C'était un évêque. La mission en Bretagne de Saint Germain d'Auxerre, restaurateur de l'église bretonne, 429-431, et la bataille de l'Alléluia en 430. Suivant une très ancienne tradition, consignée par écrit dès le VIe siècle, la lumière de l'Évangile pénétra en Bretagne vers la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne, sous le pontificat du pape Saint-Euléther de 177 à 193. 100 ans plus tard, la persécution de Dioclétien y fit de nombreux martyrs, entre autres saint Alban de Verulamium, saint Aaron et saint Jules de Caerleon. Mais, par la tolérance de Constance Chlore et celle de son fils Constantin, avant même sa conversion, la foi chrétienne fut libre en Bretagne plus tôt que dans tout le reste de l'Empire, et depuis lors, elle ne cessa d'y fleurir. Toutefois, là comme ailleurs, les hérésies plus funestes que les bourreaux l'atteignirent. En premier lieu l'arianisme, puis le pélagianisme, lequel s'y enracina avec une solidité toute particulière. Ce fut au point
que les orthodoxes, incapables de soutenir la discussion contre les beaux parleurs de l'hérésie, durent demander du renfort aux évêques de la Gaule et aux souverains pontifes. Vers la fin de l'année 429, on leur envoya effectivement 2 illustres prélats gallo-romains, Saint Germain, évêque d'Auxerre, et Saint Loup, évêque de Troyes. Saint Germain, par sa logique éloquente, réduisit les hérétiques au silence et, prêchant partout la sainte doctrine, il rétablit la foi dans sa pureté. Son séjour dans l'île dut se prolonger jusqu'en 431. Pendant qu'il y était, les Pictes et les Saxons, associés comme tous les bons larrons, continuaient leur dévastation habituelle. Quelques jours avant la Pâque de l'an 430, ils vinrent même narguer les 2 saints évêques en attaquant une tribu bretonne chez laquelle ceux-ci portaient la parole divine et dont ils venaient de régénérer tous les guerriers dans l'onde baptismale, par où il semble qu'on rebaptisait alors les hérétiques. Or, avant de devenir évêque, Germain avait été comte et avait exercé le métier des armes. Il s'en souvint tout à point. Il disposa fort habilement l'armée bretonne dans une situation avantageuse pour recevoir les barbares. Et quand le jour même de Pâques, ceux-ci commencèrent l'attaque, les Britons, se jetant sur eux de toutes parts en poussant unanimement le cri de joie de cette grande fête chrétienne « Alléluia », mirent les Saxons et les Pictes en pleine déroute. Cette mission fut véritablement le point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire ecclésiastique de l'île de Bretagne. Saint Germain releva la discipline en même temps qu'il épura la doctrine de toutes les traditions. Tous les documents de l'histoire nous le représentent à l'envi comme le régénérateur de l'Église bretonne. Son œuvre, après son départ, fut maintenue et continuée par ses disciples, entre autres par saint Dubris et saint Hiltude, qui eurent la gloire à leur tour de former à leur école toute une génération de saints, radieuse constellation dont l'éclat pur et touchant brilla parmi les orages des 5e et 6e siècles. Cette action durable de Saint Germain et successeurs est à garder en mémoire quand on veut ajouter de la compréhension à la légendaire recherche du Saint Graal. En effet, les chevaliers de la table ronde, tout comme Arthur, sont très influencés par de tels moines qui leur sont contemporains et qui gravitent dans leur entourage. Les Britons seront finalement vaincus par les Saxons, mais une nouvelle intervention de missionnaires à l'époque du pape Grégoire le Grand viendra cette fois convertir les Germains, devenus maîtres de l'île. « 11 ans après la victoire de l'Alléluia, c'est-à-dire en 441, la Bretagne eut à subir de la part des pirates saxons un assaut tellement furieux qu'en Gaule, on l'a cru devenu définitivement la proie de ces larrons de mer. C'était une erreur, car l'heure de cette catastrophe n'avait pas encore sonné, et après s'être saoulés de meurtres et de pillages, les Saxons remontèrent dans leurs navires. Ils furent presque aussitôt remplacés par les Pictes et les Scots, plus furieux que jamais et jaloux apparemment de surpasser la férocité saxonne. Ils mirent les Britons dans l'obligation de se tourner une nouvelle fois vers Rome et d'envoyer en l'an 446 au vaillant Aetius une missive résumée dans cette phrase célèbre. À Aetius, 3 fois consul, prenez compte des gémissements des Britons. Les barbares nous repoussent vers la mer, et la mer vers les barbares. Il ne nous reste que le choix entre 2 genres de mort, ou le fer, ou les flots. Rome, menacée elle-même plus que jamais, fut sourde à ce cri navrant. Nous avons traité d'Aetius dans la vidéo bonus de cette saga. Bientôt, une atroce famine tourmenta les Britons. Alors, forts du dernier degré du désespoir, ne voyant que mort de toutes parts, ceux-ci se jetèrent sur les barbares, les mettent en déroute et s'en délivrent. L'année 447 qui suivit cette victoire fut marquée par une prodigieuse abondance des biens de la terre. Mais, au lieu de bénir la main de Dieu, les Britons, selon Gilda, abusèrent de cette abondance pour lâcher plus librement la bride à leurs vices. Querelles sanglantes, meurtres de rois, guerres civiles désolèrent l'île de nouveau. C'est en vain qu'au plus fort de ses excès, le grand Saint Germain reparut en Bretagne et y passa quelques mois pour essayer d'imposer par sa présence un frein à ce désordre. Il ne réussit qu'à demi
et ne put détourner le châtiment terrible suspendu par Dieu lui-même sur le front de ce peuple. À cette prospérité éphémère de 447 succèdent coup sur coup les catastrophes. D'abord, un bruit se répand que les Pictes et les Scots préparent contre les Britons une nouvelle invasion, plus redoutable que toutes les précédentes. Pendant que l'île est tout entière sous le poids de cette terreur, une épidémie terrible éclate et fait tant de victimes que les vivants ne peuvent suffire à ensevelir les morts. Cette peste durait encore que déjà les Pictes et les Scots, exécutant leurs projets, commencent d'envahir le nord de l'ancienne province romaine. Alors, tous les chefs britons s'assemblent, proclament au-dessus d'eux un roi suprême, Vortigern, que l'on croit avoir été souverain particulier des Silures. Sous sa direction s'ouvre une grande délibération pour découvrir le meilleur moyen d'arrêter le fléau terrible de ces invasions chroniques. Ni le courage ni la sagesse ne prévalurent, il faut le dire, dans ces solennelles assises, mais plutôt une habileté tortueuse et pusillanime, c'est-à-dire qui manque d'audace et qui craint le risque ou les responsabilités, qu'on pouvait croire emprunter aux plus tristes traditions du bas empire. Ces rois, ces chefs et ces guerriers, qui tous portaient un glaive au côté, ne comptèrent pas sur leurs propres armes pour délivrer la patrie, mais sur celles des étrangers. On persuada sans doute ces idiots que c'était une idée de génie d'opposer leurs ennemis les uns contre les autres. Ils décidèrent donc d'appeler des Germains du continent et de s'assurer leur alliance par des dons de terre et d'argent en leur imposant pour condition de combattre les Scots et les Pictes. Inspiration déplorable et vraiment fatale, dont l'entière responsabilité reste attachée dans l'histoire au nom de Vortigern. Présage assuré d'une ruine prochaine, car dès qu'une nation en vient à mettre son indépendance sous la garde d'étrangers mercenaires, le jour est proche où elle verra ses gardiens devenir ses maîtres. Quoi qu'il en soit, sur l'invitation du roi Vortigern, un premier corps de jute commandé par deux frères, Hengist et Horsa, accourut immédiatement sur ces longues barques qu'ils appelaient des chioles et s'établit, du consentement des Britons, au nord-est du Cancium, le pays de Kent, dans l'île de Thanet, où ne tardèrent pas de les rejoindre, mandés par eux, un grand nombre de leurs compatriotes. Nous étions en l'an de grâce 450. Hengist bat les Pictes à Stamford en 450, guerroie contre eux jusqu'en 455, finit par les refouler durablement dans leur territoire calédonien. Et ensuite, tout naturellement selon la coutume du maître, il se tourne contre les Britons. En effet, les Jutes semblèrent d'abord prendre au sérieux leurs engagements envers les Britons. Le torrent scoto-pictique s'était déjà répandu au sud de l'Humber. Les Jutes s'élancèrent hardiment à leur rencontre. Ils joignirent les envahisseurs dans le lieu où se trouve maintenant la ville de Stamford, sur la rivière de Welland dans le comté de Lincoln. Là, ils livrèrent une grande bataille, les défirent et les chassèrent entièrement de l'ancienne province romaine. Après ce premier succès, les Saxons restèrent encore plusieurs années, multo tempore dit Gilda, assez fidèles à leur rôle de défenseurs des Britons, mais, au final, ils se lassèrent de cette situation abusive de fédérés. Leur nombre s'était grossi outre mesure par des recrues incessantes venues de Germanie et dont Vortigern lui-même, aveuglé par l'astucieux Hengist, avait favorisé l'arrivée avec une imprévoyance coupable. Un beau jour donc, se comptant, ils se jugèrent assez forts pour faire la loi à leur hôte et pour dominer en maître sur cette grande île de Bretagne où ils étaient venus en serviteurs. Ils prirent la peine de pallier leur trahison par une futile doléance en arguant être mécontents de la solde et des avantages que les Britons leur avaient faits. Puis, ils surenchérirent et élevèrent des prétentions impossibles à satisfaire. Sur le rejet de leurs demandes, ils s'allièrent aussitôt aux barbares, ceux-là même qu'ils avaient mission de combattre. Ainsi, au lieu d'auxiliaires, les Britons s'étaient créés de nouveaux ennemis, des ennemis 100 fois plus redoutables que leur premier adversaire, et qu'ils avaient eu eux-mêmes l'indigne folie d'introduire au cœur de la place, comme un berger fou introduit un loup dans sa bergerie.
Ce revers d'alliance était bien fait pour éteindre les derniers restes de leur courage. Et pourtant, il n'en fut rien. Par une réaction singulière, du moins en apparence, assez naturelle toutefois au génie des races celtiques, en face de ce péril suprême, une suprême énergie se réveilla dans l'âme de la nation. Le vieux sang breton frémit comme au jour glorieux de Casivelonos, de Karatakos et de Boadicée. Au lieu de courber passivement la tête sous le joug, ce peuple, assailli par tant d'orages, en proie à tant d'extrêmes infortunes, reprit d'une main vigoureuse l'épée et le bouclier. Dans le temps même où on l'eût dit incapable de toute réaction, sa plus grande lutte commença.